Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir les résultats de l'entreprise Ruby au premier semestre de l'année 2022. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, donc la vidéo qui va suivre c'est simplement à visée éducative et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors les résultats pour l'année 2022 sont en rebond avec ce qui est très important pour cette entreprise plus que le chiffre d'affaires, c'est le volume d'unités vendues puisque bien évidemment le chiffre d'affaires augmente proportionnellement au prix du carburant et donc il est plus intéressant de voir le nombre d'unités vendues et la marge de celle-ci que le chiffre d'affaires en tant que tel qui n'a aucune valeur pour cette entreprise. Donc on voit bien qu'au premier semestre 2022, on a la rebond qui est confirmée post-Covid avec une augmentation par rapport à l'année 2019 qui restait l'année pré-Covid et l'année donc de référence. Et donc on voit bien que c'est un marché euh, d'énergie qui est relativement résilient avec des marges qui sont sensiblement diminuées par rapport à l'année 2019 mais qui évoluent dans le bon sens. Donc ce qui validait moi mon scénario et sur lequel je suis rentré sur cette entreprise, c'est que ça serait un marché relativement résilient avec il n'y avait pas de raison en tout cas que les marges soient satisfaisantes. Et donc on voit un EBIT qui est en nette augmentation par rapport à l'année de référence qui est 2019 de 14%. En termes de résultats nets, on voit que la trajectoire est positive avec pour déjà un premier semestre un résultat net qui risque de, si cela se poursuit sur le deuxième semestre, un résultat qui devrait être un des plus hauts de ces dernières années. En termes d'activité, je vous rappelle que Ruby maintenant c'est quatre filières. La partie principale c'est la distribution de carburant, une partie de services avec du shipping et du raffinage, et puis une joint venture qui fait du stockage, notamment de carburant, mais pas que, avec des terminaux de stockage, notamment en Europe. Et puis maintenant une nouvelle branche qui est la branche des renouvelables, mais qui actuellement ne pèse pas du tout en termes de résultats nets. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors si on s'intéresse au cœur du business, qui est la vente de détail de carburant, on a donc un résultat global qui est en augmentation là aussi par rapport à l'année 2019. Et ce qui était le problème ces dernières années au-delà du Covid, c'est la problématique des Caraïbes qui est quand même un fort rebond depuis par rapport à l'année dernière avec une augmentation de plus de 78%, mais qui reste quand même en recul par rapport à l'année de référence à 2019, et cela s'explique tout simplement par la spécificité de la situation haïtienne qui reste en crise et qui est une des fortes expositions de Ruby. Donc eux soulignent que si on exclut les résultats de Haïti, on a un résultat des bits qui serait en croissance de plus de 40%. Donc des résultats qui offrent une croissance tout à fait raisonnable par rapport à ces résultats de référence en dehors de la spécificité haïtienne, qui est conjoncturelle. Ce business il est très diversifié à la fois sur le plan géographique, donc sur ces trois principaux secteurs que sont les Caraïbes, l'Afrique qui est son marché de croissance par définition, l'Europe avec le GPL, et donc une exposition à diverses devises et différents produits. Donc tout ça pour dire que le business est relativement diversifié, probablement en plus sur des territoires de niche qui faisaient et qui font la force de Ruby. Juste, j'ai remis une slide de mes précédentes présentations. Par ailleurs, Ruby a la réputation d'avoir une politique généreuse de redistribution de retour pour les actionnaires, notamment en termes de dividendes, avec un dividende qui est maintenu, qui est en croissance ces dernières années, avec un rendement qui est actuellement élevé à plus de 6% au cours actuel de l'action, au prix malheureusement d'une dilution des actionnaires progressive sur les dernières années d'environ 2,5% par an, avec en 2021 une tentative d'inversion de cela avec un programme de rachat d'actions, mais finalement qui a été annulé, on va dire, par de nouveau une augmentation de capital et des paiements de dividendes en actions. Alors c'est la grosse question pour moi actuellement sur Ruby, c'est l'allocation de son cash flow. Si on prend une des meilleures années de Ruby, on avait un peu plus de 300 millions d'euros de free cash flow.
maintenant qu'on va avoir une normalisation de sa situation, on peut imaginer qu'elle va être capable de délivrer, alors peut-être pas cette année mais l'année prochaine, ce genre de type de résultat en fonction de la conjoncture. On voit que pour une année comme cette année, déjà elle va distribuer 190 millions d'euros en dividendes. Donc ça lui laisse une marge relativement restreinte de free cash flow, avec actuellement un niveau d'endettement qui reste quand même très élevé, avec une dette nette de plus de 1,4 milliard d'euros suite à l'acquisition de Photosol, qui représente à peu près 4,5 fois son free cash flow. Et donc sa marge de financement reste étroite en dehors soit d'augmentation de sa dette, soit d'augmentation de capital, pour faire soit des nouvelles acquisitions. En tout cas, ça lui laisse peu de marge pour un programme de rachat d'actions notamment. Et selon moi, si Ruby devait faire de nouvelles acquisitions, ça se ferait probablement au prix d'une augmentation de capital, puisque le niveau d'endettement actuel paraît quand même relativement élevé pour Ruby. Et je ne suis pas sûr que les dirigeants veulent aggraver cette situation d'endettement actuelle. Bon, et là on touche le cœur du sujet à mon avis, actuellement de l'orientation de Ruby. Donc comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, Ruby a fait il y a plusieurs mois maintenant une réorientation de sa stratégie, avec une première prise de participation dans Hydrogène de France, et l'année dernière a fait l'acquisition de l'entreprise Photosol, donc une entreprise de photovoltaïque basée en France, avec un pari qu'elle créerait sa croissance future sur une nouvelle filière qui serait dans les renouvelables. Alors cette acquisition dans l'entreprise Photosol s'est fait un peu plus de 700 millions d'euros pour une entreprise qui a environ 470 mégawatts, on va dire plus ou moins installés en construction. Donc bien sûr il y a 3 gigas en pipeline, mais avec du early stage, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est des projets qui aboutiront pas forcément, et puis ça ne veut pas dire grand chose en pratique. Pour 470 mégawatts, l'entreprise a déboursé 700 millions pour un chiffre qui actuellement revient à peu près à 50 fois les l'EBITDA au prix actuel. Si on compare à des entreprises qui sont des pure players du renouvelable, que ce soit Neoen ou Voltalia, pour donner une échelle, Neoen c'est 4 milliards de capi boursière pour 5 gigawatts d'installés, c'est à peu près 13 fois les EBITDA, et Voltalia c'est 2 milliards de capi pour 2,1 gigawatts d'installés et 12 fois les EBITDA. Alors on peut peut-être soulever le réservoir de projets en cours, mais si vous regardez ces entreprises, elles ont à peu près la même échelle de projet. Pour Voltalia, je crois que c'est 10 gigas en projet, en tout cas avec du early stage aussi, qui ne veut pas forcément dire, à mon avis, grand chose. Donc on voit que cette acquisition s'est faite à un fort prix, avec des objectifs affichés par l'entreprise, des EBITDA, alors avec une belle courbe en augmentation, mais non chiffrée, en disant que qu'on aura une croissance à 2 chiffres. Bon, on n'a pas de véritable objectif. En plus, ces objectifs, si le peu de chiffres qu'on a, c'est des objectifs d'EBITDA, qui est sans doute en plus un élément financier particulièrement favorable pour ce type d'entreprise, et qui ne traduit pas forcément le free cash flow que ça va dégager. Et cela s'est fait au prix d'un fort endettement de l'entreprise, comme vous le voyez, puisque finalement l'acquisition de Photosol c'est 338 millions, il y avait un peu de dette avec, et puis elle a pris aussi une partie de dette non récurrente, donc ça s'est fait à plus de 700 millions, et vous voyez que cette acquisition en termes de niveau d'endettement a fortement netté si on compare à l'EBITDA. En rapport, donc je crois qu'ils affichent 2,6 d'EBITDA, dette nette sur EBITDA 2,6, on va dire consommer la capacité d'investissement de Ruby pour les années à venir. Un mot sur l'aspect technique. Donc on voit que le titre est clairement baissier, très fortement baissier, même si suite à l'annonce de ces résultats sont été plutôt chaleureusement accueillis par le marché, avec un rebond d'un peu plus de 7%. Cela reste à confirmer dans cette tendance très fortement baissière. Voilà. Alors moi je vais vous donner là mon sentiment sur cette entreprise. Donc moi je suis à titre personnel actionnaire de cette entreprise
depuis un peu avant la crise Covid et puis surtout renforcé pendant celle-ci. Donc je suis actuellement actionnaire de 60 actions avec un PRU à proche de 35 euros. Les résultats actuels validaient mon scénario post-Covid avec un business model qui serait résilient, un maintien des marges et puis une reprise des résultats dans les différents secteurs. Et donc c'est ce que ça confirme. Même on confirme la poursuite de la croissance des marchés dans lesquels Ruby est implanté. Et donc ce qui m'avait attiré dans cette boîte, c'est que c'était une boîte avec du cash flow récurrent et qui était peu cher. Voilà. Mais l'acquisition de Photosol pour moi change pas mal le narratif de cette entreprise, avec actuellement un niveau d'endettement qui certes reste acceptable mais qui est extrêmement très important et qui me semble avoir grillé la cartouche pour cette entreprise pour les années à venir. En tout cas, il me semble qu'elle ne peut pas faire de grosses acquisitions dans les années à venir, vu son niveau d'endettement et vu la marge de free cash flow qu'elle va garder hors versement des dividendes. Je pense qu'elle a un petit peu bloqué sa capacité d'acquisition externe en tout cas. Et moi j'ai un biais plutôt négatif sur les entreprises de renouvelables parce que ce sont des entreprises pour moi qui présentent de gros points de faiblesse, qui n'ont pas de véritable avantage concurrentiel, dont j'ai du mal à comprendre le business model, mais qui me semble avoir un business model pas si intéressant que ça, fortement capitalistique, et puis une fois de plus qui n'a pas à mon sens de véritable avantage concurrentiel. Donc quand on valide la stratégie actuelle de Ruby de se diversifier dans le renouvelable, la question qui peut se poser aussi, c'est n'y a-t-il pas de meilleures entreprises avec de meilleures stratégies, soit des pure players comme Neoen ou Voltalia par exemple sur le marché français, ou, et ça c'est plutôt mon avis à titre personnel, des majors comme Total qui va avoir une capacité d'investissement bien plus élevée et qui garde un fonds de business fortement générateur de cash flow. Donc moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'allocation de capital de cette entreprise qui a été très fortement orientée vers le business des renouvelables, sur lequel je reste à titre personnel un petit peu suspect de ce business model sur du très long terme et en tout cas le fait à mon sens sans véritable avantage concurrentiel. Voilà, en tout cas pour ma part c'est vrai que c'est plus du tout l'entreprise, ou en tout cas le scénario de l'entreprise pour lequel j'avais investi, c'est-à-dire une entreprise sous-valorisée avec beaucoup de cash flow récurrent, peu cher, et on se retrouve avec une entreprise qui va consommer sans doute une grosse partie de son cash flow, soit en dividende, mais ça m'intéresse assez peu, soit dans des projets d'énergie renouvelable, sans que je sois à titre personnel convaincu du caractère intéressant financièrement de celui-ci, mais je suis sans doute pas suffisamment compétent pour cela, et en tout cas je ne vois pas en quoi elle pourrait challenger, et en quoi elle va pouvoir s'imposer vis-à-vis d'autres entreprises qui ont soit plus de cash, soit une historique bien meilleure dans cela, ou des techniques ou une expertise plus ancienne. Si on s'intéresse qu'au marché français, une fois de plus, Neoen, Voltalia, mais il y a de plus grandes et de plus intéressantes entreprises, que ce soit sur le marché US ou même le marché européen. Donc je ne vois pas en quoi elle va sortir son épingle du jeu là-dessus. Et donc pour ma part, comme je ne crois plus au narratif de cette entreprise, eh bien, je prends la décision de sortir de ce titre. Alors c'est pas encore actuellement fait. Je vais peut-être surfer sur le rebond, sans doute en partie technique de ce titre, avec les résultats qui sont pour le coup pas trop mauvais, pour essayer de sortir avec la moins de plus-value possible. Voilà en tout cas pour mon avis. Cela ne constitue bien évidemment pas un conseil en investissement financier, mais je vous donne mon avis actuel, et donc je serai très intéressé d'avoir le vôtre dans les commentaires. À bientôt.